Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence France-Dubaï. Alors, quelques petites consignes avant de commencer. Ne vous affolez pas, vos micros, vos webcams sont fermés, c'est normal. Vous pourrez par contre poser vos questions dans le fil de discussion dans le chat. Voilà, et nous traiterons vos questions à la fin des différentes interventions. L'objectif étant de respecter le timing pour qu'à 16h30, nous puissions boucler ce webinaire. Donc, les intervenants interviendront chacun 15 minutes et nous réserverons 15 à 20 minutes ensuite pour la partie questions-réponses et essayer d'apporter le maximum d'informations à toutes les personnes qui nous écoutent. Par ailleurs, je vais donc profiter de cette petite introduction pour lancer un sondage pour permettre de connaître votre profil, quelles sont vos attentes et les différentes thématiques qui vous intéressent, comme vous pouvez le voir actuellement. Je vous laisse remplir ce petit questionnaire et nous reviendrons ensuite sur les résultats. Alors, donc, on va partager. Ça ne marche pas. Petit problème technique. Oui, mais à chaque fois, ça... Voilà. Donc, en 2020, l'économie mondiale a été bouleversée, comme vous savez, par la crise sanitaire et 2021 s'annonce aussi très mouvementé. Donc, nous avons pensé qu'il était important d'anticiper dès maintenant pour cette reprise économique en 2022 et nous ouvrir au monde. C'est pour cela que nous avons décidé de vous proposer cette conférence en duplex avec nos intervenants à Dubaï, qui, nous l'espère, vous donneront de nouvelles perspectives grâce à leur intervention, notamment sur la géopolitique aujourd'hui à Dubaï et les différentes opportunités de business dans les Émirats. Alors, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir dans l'actualité, Dubaï a une volonté de se tourner vers le futur. Ah, nous avons déjà le résultat du sondage, ça a été très rapide. Nous avons aujourd'hui les thématiques qui l'emportent. A priori, ce serait l'hôtellerie, tourisme et culture à 35% des participants. Ensuite vient donc le secteur du luxe pour 12%, l'intelligence artificielle 8%, les nouvelles technologies 8%, la santé 8%, développement durable et énergie 8% également, les smart cities 4% et les autres secteurs 19%. Voilà, donc ça permet aussi à nos différents intervenants de pouvoir s'en imprégner pour leurs différentes interventions. Merci en tout cas pour d'avoir participé à ce sondage et donc d'être bien présent aujourd'hui à ce webinaire. Alors, je reprends la main. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, l'idée aujourd'hui pour Dubaï, c'est de permettre aux futures générations de vivre dans un environnement éco-responsable avec pour priorité l'éducation, l'économie, la cohésion sociale et les nouvelles énergies. Le rôle culturel de la France est très important à Dubaï. Il s'étend chaque année. Il a commencé notamment avec un signe fort qui a été l'ouverture de la Sorbonne d'Abu Dhabi en 2006, donc dans les Émirats arabes unis, l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi également en 2017. Et beaucoup d'équipes archéologiques sont présentes sur plusieurs sites. Mais également, sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, le français est enseigné dans toutes les écoles publiques émiriennes depuis 2018. Alors, devenir les hôtes de l'exposition universelle 2021 est primordial pour Dubaï, puisque ça consolide le tourisme. Et comme nous l'avons pu voir dans le sondage, vous êtes très nombreux forcément dans ce secteur à vous intéresser à Dubaï. Et son aéroport, bien sûr, qui est le premier au monde en nombre de passagers en transit devant Chicago. Alors, il faut savoir que les transports du futur font partie des grands axes de développement du pays, comme le nouvel aéroport El Maktoum, qui construit non loin du site Dubaï 2021, qui pourra accueillir jusqu'à 160 millions de passagers. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir, puisque c'est un petit peu l'idée de vous aider à rebondir et à relancer l'économie et vous permettre de voir aussi qu'à Dubaï, c'est un vrai centre expérimental tourné vers l'avenir qui prépare aussi la transition écologique.
Aujourd'hui, Dubaï, on parle beaucoup de la construction de l'Hyperloop, qui permettra de relier Abu Dhabi et Dubaï en moins de 10 minutes. Et les drones taxis également, le dessalement de l'eau, avec également pas mal d'activités d'exploitation agricole qui sont donc irriguées par ce nouveau procédé. La sonde HOP, évidemment, dont tout le monde parle, qui aujourd'hui a réussi à venir s'ancrer autour de Mars et qui, nous espérons, nous donnera très rapidement des informations sur le climat sur Mars. Et à venir au mois de juin prochain, si cela est possible, la grande exposition Arab Hills et le congrès, ce sera le premier événement international de soins de santé dans le Moyen-Orient. Alors, l'exposition universelle de Dubaï, c'est 2021-2022, donc fin d'année. Ça donnera l'occasion à toutes les petites entreprises et grandes entreprises ou encore aux collectivités d'incarner l'innovation française. Alors, avant de donner la parole donc, à nos différents intervenants, je vais d'abord commencer par Laurent Rigaud, qui va nous rejoindre pour nous parler de la situation géopolitique à Dubaï. Laurent, je vous passe la parole. Est-ce que Laurent nous a rejoint? Oui, bonjour. Ah, j'arrive. Voilà. Ben voilà. Merci. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter, Laurent. Oui, bonjour. Donc, je suis Laurent Rigaud. Je suis installé aux Émirats depuis 2003 dans le domaine de l'hôtellerie. J'ai été directeur d'hôtel pour plusieurs chaînes internationales et j'ai travaillé aussi pour des familles en les représentant pour la gestion de leur hôtel. Et récemment, je viens de créer ma boîte de conseil, notamment sur l'hôtellerie et la restauration. Je suis aussi élu pour les Français du Moyen-Orient depuis 2014 et je les représente à l'Assemblée des Français de l'étranger à Paris pour toute l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Donc peut-être vous pouvez envoyer la première slide. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bien. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, très bien, allez-y. D'accord. Très bien. Donc, on va commencer donc, ma présentation. Donc, tout d'abord, quelques informations en bref de l'Émirat de Dubaï. Donc, l'Émirat de Dubaï fait partie de la Fédération des Émirats arabes unis qui a été fondée en 1971 par le cheikh d'Abu Dhabi, Cheikh Zayed. Et la famille la famille qui gère donc Dubaï, qui est originaire de Dubaï, et la famille Al Maktoum et notre émir est Mohamed bin Rachid Al Maktoum, qui est aussi le vice-président des Émirats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président des Émirats est toujours originaire de la famille d'Abu Dhabi et le vice-président et premier ministre de l'Émirat de Dubaï. Ce sont les deux Émirats les plus importants de la fédération. Aujourd'hui, Dubaï a 3,4 millions d'habitants environ, qui sont principalement composés d'étrangers. Donc, 90% de la population de Dubaï est étrangère, principalement du sous-continent indien, de l'Asie du Sud-Est. Nous sommes 25 000 Français à Dubaï et 7 000 sur l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc, un total de 32 000 sur les Émirats. La langue officielle est l'arabe, mais la langue parlée en business est l'anglais et on parle pratiquement toujours en anglais. Et le beau côté des choses, c'est qu'il fait très beau en hiver à Dubaï. Donc, en ce moment, il fait 24 degrés. C'est très agréable. Et par contre, nous avons des étés très chauds et très humides. Si vous voulez passer à la prochaine slide. Voilà. Donc, en 50 ans, Dubaï est vraiment passé d'un village de pêcheurs de perles et un petit port de négoce, avec l'Iran principalement, en une ville-État axée sur le commerce, le transport, le tourisme, les nouvelles technologies et la finance. Son développement est dû à la vision de Cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum,
donc qui est la famille régnante aux Émirats depuis 1833. Les réserves pétrolières qui avaient été découvertes dans les années 60 étaient vraiment limitées. Donc, il lui a fallu avoir une perspective différente. Et dès 1958, il a décidé de développer les infrastructures de Dubaï, notamment en apportant l'électricité, le téléphone et l'eau dans la ville, enfin le noyau de la ville, et en développant les autres infrastructures. Dès 1959, il a donc planifié un master plan de la ville de Dubaï à partir de la crique et en s'étalant dans les environs. C'était déjà très ambitieux. L'argent du pétrole n'étant pas toujours suffisant, puisque les réserves étaient minimales, dès 1962, il fait déjà des emprunts auprès de l'Émirat du Qatar, qui était beaucoup plus riche déjà à l'époque, pour construire un pont reliant la crique de Dubaï. Le plus grand projet qu'il décidera de faire est vraiment la création du premier port en eau profonde, qui se fera à côté de la crique, qui s'appelle Port Rachid, et qui a eu lieu d'ailleurs un débat au sein des familles principales. Et le plan a été donc développé dans les années 60, initialement avec un plan de faire un port de 4 points d'amarrage. Et rapidement, la décision est faite d'en faire 16. Donc, à l'ouverture, en octobre 72, il y a déjà 16 points d'amarrage, avec ce qu'on m'a dit, déjà des bateaux qui attendent, une rotation très importante du port. Et cela permet de créer vraiment un nouveau hub portuaire dans la région, avec un flux des marchandises et du développement du commerce sur la péninsule arabique et ensuite bien au-delà. Ce port n'est pas suffisant. En 1975, il rajoute 35 places d'amarrage, ce qui en fait triple la capacité du port. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, ce port n'étant pas suffisant et le développement étant assez du trafic portuaire étant important, il est décidé donc de créer un nouveau port à l'autre côté de la ville, à la limite de la frontière avec Abu Dhabi, dans un lieu quasi désertique, et de créer donc le port de Jebel Ali. Et de créer ce port sur le modèle des ports asiatiques que nous connaissons, comme Hong Kong, Singapour, avec la création d'une énorme zone franche qui débutera en 85 et qui va prendre une très grande dimension, puisque nous allons constater l'implantation de bureaux régionaux pour de nombreux multinationales qui vont développer l'importation des produits du monde entier et la réexportation de leurs produits dans la région. Donc, ce port deviendra un des ports ayant le trafic le plus important dans le monde. Ensuite, après Jebel Ali, il y a eu d'autres développements. Ces dernières années, Jebel Ali peut maintenant s'appuyer sur le développement du nouvel aéroport de Dubaï, qui est dans la lignée de Jebel Ali, mais qui a été construit dans le désert, et qui s'appelle World Central, et qui aura à terme une capacité de 12 millions de tonnes de marchandises, cargo, et 180 millions de passagers. Cela fera vraiment une plateforme logistique incontournable du commerce mondial. Voilà. Donc, la continuité de cette vision, la volonté de la diversification économique, la capacité à la gestion logistique connue à Dubaï et commerciale surtout, sans oublier le développement de Dubaï, devient vraiment la priorité de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui est l'émir actuel. La famille régnante a toujours gardé un focus dans le développement et le succès de la ville, tout en surfant sur les opportunités et bien sûr les nombreuses crises qu'il y a eu dans la région. Notamment, ça a démarré dès la guerre civile du Liban en 1975, puisque Beyrouth était à l'époque vraiment la ville au Proche et au Moyen-Orient. Puis ensuite, les conflits qu'il y a pu avoir avec l'Irak, l'Iran, la guerre du Golfe, les attentats du 11 septembre, etc. Mais toujours en réinvestissant majoritairement sur place. Donc, que ce soit la famille régnante ou les grandes familles commerciales, ont toujours eu ce focus de toujours réinvestir localement et en développant surtout tout un groupe de zones franches thématiques.
donc développant massivement les infrastructures, ayant un focus principal sur l'immobilier, la destination touristique, bien sûr, sans oublier l'attrait financier et fiscal de tous les investisseurs du monde entier. Merci. Donc, l'Émirat de Dubaï est relativement est très stable. La stabilité politique et de la monarchie de Dubaï étant autogérée, il y a une absence de vie politique pratiquement totale, on pourrait dire, un débat public relativement limité, dans une région compliquée, victime de nombreux conflits. Cela permet à Dubaï et à ses dirigeants, qui sont peu ou pas contestés, et toujours bien entourés des grandes familles qui ont bâti leur business depuis le début avec l'entourage de Cher Rachid. Donc, ces familles sont très fidèles. Elles sont liées par des liens tribaux depuis toujours. Elles ont toujours investi massivement dans l'Émirat. Elles continuent à le faire malgré les situations différentes. Et cela permet à Dubaï de passer toutes les crises, même si elles sont difficiles. Les Dubaïotes aujourd'hui représentent moins de 10% de la population de cette ville-État. Bon, il y a bien sûr un cloisonnement de la minorité émirienne et un clivage vis-à-vis de la communauté expatriée. Il existe aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, un vrai débat sur l'identité nationale et un vrai questionnement sur les générations futures qui sont un peu noyées dans le libéralisme, la globalisation et puis bien sûr la plupart d'entre eux ayant étudié et vécu à l'étranger ont une approche totalement différente. Le positionnement de Dubaï, positionnement politique de Dubaï et des Émirats a toujours été dans la modération, toujours dans la négociation, notamment en politique régionale et au sein du GCC. Donc le GCC qui est le regroupement des pays de la péninsule arabique, malgré des conflits frontaliers historiques, notamment avec l'Arabie saoudite ou plus récemment avec le Qatar. Mais on trouve souvent dans le monde arabe une façon de gérer les choses tous ensemble. Donc, Dubaï est devenu un partenaire de choix. Ils attribuent une partie assez conséquente de leur budget annuel au développement des communautés musulmanes dans le monde, notamment dans les pays les plus pauvres. Il est l'un des contributeurs principaux du Fonds islamique de la solidarité et continue, malgré les crises, malgré la situation économique, à soutenir un tas de causes dans le monde. Donc, la destination, le tourisme à Dubaï. Initialement, c'était un tourisme régional, puisque Dubaï devenant un hub commercial, c'était principalement des touristes qui venaient aussi faire du business à Dubaï. Dans les années 2000, il y a eu un focus vraiment principal par les dirigeants pour développer la destination. Tout d'abord, plus sur le luxe, mais avec le temps sur la masse. Et une destination qui est quand même très recherchée, le soleil, la mer, la sécurité, un désert magnifique, du shopping, et puis une attractivité de la marque de Dubaï qui est connue dans le monde entier. Donc, ceci a permis une vraie diversification pour Dubaï. En 2019, la ville a accueilli 16,7 millions de voyageurs, dont 75% de touristes. 14% des personnes qui sont venues faire des affaires et 10% visitants de la famille. Donc, le tourisme familial est important puisqu'il y a énormément d'expatriés donc, qui reçoivent chaque année leur famille. Pour l'instant, les visiteurs sont principalement d'Europe. Ceci est assez historique, principalement avec le marché du Royaume-Uni. Ensuite, les pays du Golfe, avec l'Arabie saoudite, qui reste un gros marché, et le sultanat d'Oman, surtout pour le tourisme un peu commercial. Les pays de l'Est, avec la Russie, restent encore une communauté très recherchée. Et nous avons de plus en plus de focus sur la Chine et l'Inde, puisqu'en 2019, 1 million de Chinois sont venus visiter Dubaï, ainsi que 300 000 Français. Donc, dans la complexité de la crise de 2020, Dubaï a quand même accueilli 5,5 millions de visiteurs, ce qui est pas trop mal, 166 000 Français qui passent maintenant dans le top 10 des visiteurs de Dubaï. Dubaï est la 4e ville la plus visitée au monde, après Bangkok, Londres et Paris.
Et le parc hôtelier est composé aujourd'hui de 127 000 chambres avec 711 hôtels de tourisme, de toutes catégories. On a souvent l'impression que Dubaï est une ville d'hôtels de luxe. Il y a une grande partie d'hôtels de moyenne gamme. L'objectif de 2020 était vraiment d'accueillir 20 millions de visiteurs avec un parc hôtelier de 150 000. Ceci est reporté et arrivera, je suis certain, très prochainement. Donc, Dubaï est devenu un hub incontournable, surtout pour le monde aérien, avec le développement de Emirates, avec sa stratégie d'être placé entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ceci a permis d'avoir 257 connexions dans le monde depuis Dubaï et qui, en fait, a deux compagnies aériennes, Emirates et Fly Dubai. Fly Dubai étant le low cost qui se développe principalement sur les destinations à moins de 3 heures de Dubaï, surtout sur les villes secondaires et tertiaires. Donc, le développement principal continue à être sur le tourisme avec des bureaux de l'Office de tourisme de Dubaï placés un peu partout dans le monde, surtout dans les destinations, le top 10 des destinations du ministère du Tourisme et sur les pays identifiés comme potentiels, principalement en Asie et en Afrique. Vous voyez souvent des reportages sur Dubaï, dont la ville est très médiatisée. Il y a un focus très important des autorités pour continuer à médiatiser la ville et la destination. Donc, pour terminer mon intervention, donc, nous avons eu la première crise que Dubaï a connue a été vraiment la crise de 2008 qui, nous, a été plus début 2009, qui a été relativement bien gérée malgré la pression énorme de la dette publique, mais qui a été bien soutenue par ses voisins, ses amis, principalement Abu Dhabi et l'Arabie Saoudite. Et cela a permis à Dubaï de se remettre très rapidement en place dès 2010. Nous avons vu le pays redémarrer et vraiment continuer sa forte progression. Alors, je vous ai mis une petite slide sur la crise du Covid, puisque nous sommes tous en plein dedans. La crise sanitaire du Covid a vraiment été très bien gérée dès le début de la crise. Nous sommes rentrés en confinement 2 semaines après la France, mais nous étions prêts, le gouvernement était prêt. Donc, nous n'avons pas eu de grosses problématiques. Nous avons eu un confinement très strict avec une remise de la ville, la remise en route très progressive. Et en fait, cela nous a permis de réouvrir tous les commerces, les entreprises, mais avec quand même des restrictions, des contrôles, du suivi. Mais depuis, nous n'avons pas eu d'autres problèmes de second confinement, etc., comme on a pu le voir ailleurs. Alors, je vous ai mis un chiffre dimanche en faisant cette présentation, j'ai mis le chiffre de 4,2 millions de résidents qui avaient été vaccinés sur la fédération. J'ai regardé les chiffres cet après-midi, donc 3 jours après, et nous étions à 4 684 000. Donc, en 3 jours, ils ont vacciné pratiquement 500 000 personnes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés de 22 000 cas actifs à 19 000 cas actifs. Donc, nous pensons tous que le focus que le gouvernement a actuellement, non seulement sur Dubaï, mais sur les Émirats, va nous permettre de sortir de la crise sanitaire, d'être d'un des premiers pays à sortir de la crise sanitaire. Voilà, je Très vous bien. remercie. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir tenu le timing. Je vous ai un petit peu Oui, bousculé. oui, C'était j'ai pour vu, j'ai vu. C'était parce que je voulais qu'on tienne le timing, donc je suis désolée, je vais essayer, Non, 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 il n'y a pas Agnès, de d'être problème. un peu moins pressée, mais en tout cas, c'était très intéressant de nous éclairer sur la situation géopolitique et aussi la position stratégique de Dubaï dans le monde. On a bien senti, effectivement, nous étions au carrefour du monde, donc c'était très Oui, intéressant. Merci beaucoup, merci Laurent. beaucoup. Maintenant, nous allons donc avoir une intervention de Agnès Lopez-Cruz de la French Business Council à Dubaï, qui, elle, va nous éclairer sur la conjoncture économique et sur les opportunités de business. Je vous laisse la parole, Agnès. Merci Véronique, j'espère que vous m'entendez bien. Ok, c'est parfait. Donc, merci à Bleu Voyage, merci à CCI Hero pour cette invitation. Ravie de passer après mon ami Laurent Rigaud, que je connais bien, évidemment, puisque lui, comme moi, cela fait
plus d'une décennie que nous sommes aux Émirats. Donc, le French Business Council, c'est la chambre de commerce française pour Dubaï et les Émirats du Nord. Pour commencer, donc très rapidement, je vous ai mis un transparent sur l'équipe de France à l'export. Il faut quand même noter que l'équipe de France à l'export est très complète sur les Émirats, qui est certes un petit pays, mais comme l'a très bien annoncé, l'a très bien présenté tout à l'heure Laurent, c'est un hub, c'est une plateforme régionale. Donc, nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont des têtes de pont régionales pour des régions d'ailleurs assez vastes qui vont de l'Afrique jusqu'à une partie de l'Asie. Donc, au sein de la Team France Export, très rapidement, l'ambassade qui est basée à Abu Dhabi, Business France qui est à Dubaï, l'INPI. Nous avons également le bureau de la BPI, un bureau qui a un périmètre assez large puisqu'il couvre non seulement le Golfe, mais également l'Égypte, la Turquie et une partie de l'Asie centrale. Nos amis de la COFREX, à qui je laisserai la parole tout à l'heure pour parler du pavillon de la France sur l'exposition. Un réseau de conseillers du commerce extérieur qui est également très conséquent aux Émirats, plus d'une cinquantaine de chefs d'entreprise et de responsables qui sont rattachés à cette section. Par ailleurs, la destination de Dubaï est depuis 2018 French Tech Hub. Donc, on pourra en reparler aussi sur la partie liée aux startups et aux nouvelles technologies. Les OSCI, les conseillers privés de l'international sont également présents. Et donc, les chambres de commerce françaises pour les Émirats, deux chambres de commerce historiques, une basée à Abu Dhabi et une autre à Dubaï. Voilà, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Véronique, je n'ai pas la main pour passer les slides. Merci, parfait. Donc, juste très rapidement, la Chambre de commerce française, elle existe depuis 33 ans aux Émirats, ce qui est quand même assez conséquent à l'échelle des Émirats, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Laurent, les Émirats fêteront cette année leur jubilé, les 50 ans de la fédération. Nous avons pour mission de développer les relations bilatérales, économiques et commerciales entre nos deux pays, sachant que nous sommes sous la tutelle directe de la Chambre de commerce de Dubaï. Donc, si j'étais puriste, je devrais même dire que nous sommes franco-émiriens. Nous sommes là également pour promouvoir la communauté d'affaires déjà implantée aux Émirats, une communauté d'affaires conséquente, à peu près 400 entreprises sur Dubaï, une cinquantaine sur les Émirats du Nord, 150 sur Abu Dhabi, donc environ 600 implantations répertoriées sur les Émirats. Et puis évidemment, aider les entreprises françaises qui sont encore en France, comme beaucoup d'entre vous, à se développer sur les Émirats, mais là encore avec une perspective régionale, puisque quand on vient aux Émirats, on ne vient pas pour ce petit marché de 10 millions d'habitants, on vient en général avec une stratégie régionale. Slide suivante. Merci. On peut passer à la slide d'après. Merci. Donc, simplement pour remettre les choses encore une fois en perspective, et comme l'a très bien dit également Laurent, donc on est sur une position vraiment stratégique assez unique au niveau mondial, une stratégie régionale puisque nous avons le 3e centre de réexportation mondial, le premier pôle logistique de la région et le premier par sa surface commerciale. Quand on y pense, on est vraiment aux confins de la région MEASA. Cet acronyme, c'est Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Et la population globale de cette zone, c'est 3 milliards d'habitants. Donc, à 2 heures, 3 heures de vol de Dubaï, on peut toucher une population qui peut aller jusqu'à 3 milliards d'habitants au total. Donc, c'est assez unique au niveau mondial. Slide suivante. Donc, je vais passer rapidement, mais Laurent vous l'a dit, nous faisons partie du Conseil de coopération du Golfe, 6 pays qui ont été cités et qui sont mentionnés sur cette slide. Il faut quand même noter que les Émirats ne sont pas le plus gros pays de la région, et bien évidemment, c'est l'Arabie Saoudite avec environ 34 millions d'habitants. Le Qatar, grand comme la Corse, avec 2,8 millions d'habitants, est également un player important dans la région. Et Laurent l'a évoqué rapidement, il y a une crise entre l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar
donc d'un côté Arabie Saoudite, Émirats et de l'autre côté le Qatar, depuis juin 2017, mais des relations qui se normalisent depuis le mois dernier, ce qui est de bon augure justement à quelques mois du début de l'exposition universelle de Dubaï et puis l'année suivante de la Coupe du monde de football au Qatar. Slide suivante, voilà, carte d'identité du pays. Donc, je vais passer assez rapidement parce qu'il y aura peut-être des redites par rapport à ce qu'a dit Laurent. Donc, simplement, je réinsiste sur le fait que c'est un ex-protectorat britannique. C'est important non seulement pour la langue, mais c'est important aussi dans la culture, la façon de faire des affaires. On est vraiment dans un environnement anglo-saxon. Il y a vraiment une différence très, très notable entre les pays du Maghreb et les pays du Golfe. Les pays du Golfe, on est vraiment sur des pays qui sont dans une culture à la base assez anglo-saxonne. État fédéral, monarchie constitutionnelle, tout ça, on en a parlé, membre du Conseil de coopération du Golfe et d'un certain nombre d'organismes internationaux. La religion officielle, c'est la religion musulmane. Donc là, on le rappelle également puisque c'est important aussi même dans le droit des affaires. Dans le droit des affaires, vous avez d'abord vous avez différentes strates, d'abord la charia, puis la common law et le code napoléonien. Et puis un multiculturalisme, multireligion. On a à peu près 200 nationalités qui se côtoient dans ce petit pays. Dont on l'a dit, la langue officielle est l'arabe. On pourrait presque dire que la langue officielle, ça peut être aussi l'hindi ou l'ourdou, quand on voit la part de la population indienne dans la population totale du pays. Pour caricaturer, j'ai souvent tendance à dire Dubaï, c'est plus Mumbai que Marrakech. Et puis, évidemment, on l'a dit, la langue anglaise incontournable pour faire des affaires dans le pays. Slide suivante, merci. Donc, je repositionne Dubaï. Je sais que le sujet était Dubaï, mais pour moi, c'était important de repositionner ça aussi à l'échelle de la fédération. Il faut quand même se rappeler que Dubaï, ce n'est pas un pays en soi. Dubaï fait partie d'une fédération depuis 1971, fédération de 7 Émirats. Les deux plus connus sont Abu Dhabi et Dubaï, puis 5 Émirats dans le nord que vous voyez là, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah. Je ne vous les redemanderai pas en fin de webinaire, mais chaque petit émirat a aussi son intérêt. Ras Al Khaimah pour ses zones franches, Sharjah, l'émirat de la culture, Fujairah, seul émirat qui donne sur l'océan Indien. Donc, à quand même aussi garder en tête dans la stratégie commerciale en fonction des produits ou services que vous proposez. On a un contexte local, régional, on peut passer. On a un contexte local et régional qui était complexe avant même la pandémie. Au sein même de la fédération, une position hégémonique d'Abu Dhabi de par son poids, du fait des hydrocarbures et son poids dans le budget même de la fédération, une fragilisation de Dubaï en raison de sa dette et notamment de sa dette vis-à-vis d'Abu Dhabi. Et puis des petits émirats qui ont aussi envie d'exister, d'être sur la carte et qui ont certaines revendications. Une démographie particulière, on l'a dit, population nationale très minoritaire, population nationale également avec des jeunes en quête d'avenir qui font souvent leurs études à l'international, qui ne reviennent pas toujours et qui sont souvent partis dans des universités, encore une fois, anglo-saxonnes. Une exposition à des chocs possibles venant de l'extérieur. Donc, le prix du baril, c'est évidemment pour une pétromonarchie un élément fondamental de l'équilibre budgétaire. Le budget est basé par rapport à un prix moyen du baril. Quand on sait qu'en avril dernier, le prix du baril était autour des 25 $, il est aujourd'hui à peu près 60 $, donc ça va mieux. Mais on n'est pas encore à l'équilibre budgétaire et c'est évidemment via ce budget qu'on va financer les infrastructures du pays. Et puis, des activités marchandes de Dubaï, évidemment dépendantes de l'évolution de la conjoncture mondiale. On a une économie totalement ouverte sur le monde, qui a évidemment ses avantages quand tout fonctionne bien, mais en temps de pandémie, c'est évidemment tout de suite sur Dubaï que les effets se sont fait sentir. Et puis un contexte régional qui altère l'activité de la fédération. Néanmoins, des points positifs sur ces derniers mois. On a eu les accords d'Abraham avec l'ouverture vers Israël qui ont été donc signés par les Émiriens et également par Bahreïn. Bon, c'est un début, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une mouvance assez positive par rapport à ça. Les normalisations, je l'ai dit, des relations avec le Qatar et puis l'élection de Joe Biden
qui peut nous laisser espérer peut-être un dialogue, au moins une reprise de dialogue avec l'Iran. L'Iran, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais c'est le pays tout à côté, en face, à 2 heures d'avion, et lui qui a une population de 82 millions d'habitants. Donc aussi un gros marché à portée de main qui aujourd'hui est fermé, qui était ouvert il y a encore quelques années. Avec la Chambre, nous avons fait plusieurs délégations d'entreprises là-bas avec un vrai potentiel. Donc, on espère vraiment qu'à terme, les choses se normaliseront, ou en tout cas qu'il y aura un potentiel. On peut passer à la slide suivante. Donc, simplement pour redonner les grandes tendances, aussi bien sur Abu Dhabi que sur Dubaï. Abu Dhabi, c'est la capitale énergétique, c'est 90% de la production d'hydrocarbures, 85% des réserves de pétrole. C'est à Abu Dhabi qu'il y a également une rente placée via ADIA, le premier fonds souverain de la planète. Il y a également, au niveau d'Abu Dhabi, une volonté de diversification de l'économie, un plan à 2030. Et dans le cadre de ce plan à 2030, il est intéressant de noter qu'il y a notamment un axe industrie lourde, développement d'une industrie du Made in UAE sur certains segments, notamment la sidérurgie, l'armement. On est à Abu Dhabi. On a d'ailleurs notre première base, la plus grande base militaire française dans la région est à Abu Dhabi. La haute technologie, l'intelligence artificielle, on en reparlera, l'aéronautique, les biotech, les énergies renouvelables avec Masdar, la première ville 100% carbon free qui est assez connue et qui investit aussi à l'étranger. Et puis des services avec un tourisme effectivement un peu moins de masse, un peu plus tourisme haut de gamme avec l'éducation, le Louvre, la Sorbonne, culture, santé. Et puis un véhicule financier qui est Mubadala, qui est également qui a le bras armé financier d'Abu Dhabi pour investir dans cette diversification économique. On passe ensuite à Dubaï. Alors, on l'a dit et je ne vais pas revenir là-dessus, Laurent l'a très bien dit. Tout le côté, la plateforme commerciale, la plateforme aéroportuaire, portuaire, port de plaisance, port commercial, création, multiplication des zones franches. Et c'est ça, en fait, la vraie clé du succès de Dubaï. C'est cette quarantaine de zones franches qu'on peut avoir sur Dubaï et sur les Émirats du Nord qui ont permis, en fait, à toutes ces sociétés de s'implanter en étant en propre, sans avoir besoin de partenaires locaux, et ce qui a donc donné cet essor assez extraordinaire à la destination. Un investissement dans le tourisme d'affaires, l'immobilier, Dubaï Mall, le plus grand centre commercial. On a toujours des superlatifs quand on parle de Dubaï dans beaucoup de secteurs. Et puis, c'est 80% des échanges extérieurs hors pétrole. DP World, on connaît, c'est le 3e opérateur mondial, c'est l'opérateur, à titre d'exemple, du Grand Port de Marseille ou du Havre, avec 65 terminaux sur 6 continents. C'est un des bras armés de Dubaï. Dubaï, ses gros assets, c'est évidemment Emirates, c'est DP World et c'est Dubai Holding qui est son fonds d'investissement. J'essaie d'aller assez vite. Une relation bilatérale ancienne et très dense. Alors, je vous l'ai dit, c'est un ancien protectorat britannique, donc les Français ne sont pas nécessairement attendus. Néanmoins, il y a un vrai capital sympathie et une longue tradition, un dialogue stratégique très dense, très fort, qui s'est d'ailleurs renforcé depuis quelques années. La coopération militaire, j'en ai parlé avec la base militaire à Abu Dhabi. L'enseignement universitaire, on a la Sorbonne à Abu Dhabi, mais on a également, je peux citer l'INSEAD. On a très récemment l'école 42 de Xavier Niel qui a ouvert une branche à Abu Dhabi. Nous avons également l'EM Normandie qui va ouvrir une branche à Dubaï en septembre 2021. Et puis, dans le domaine culturel, ce bastion qui est également un outil de diplomatie formidable, qui est le Louvre à Abu Dhabi, que je vous invite évidemment à visiter et qui, en ce moment, nous avons la chance de l'avoir ouvert. Alors, les échanges commerciaux bilatéraux, les Émirats arabes unis, c'est le 2e débouché commercial de la France dans le Golfe après l'Arabie saoudite. 6e excédent, d'ailleurs, j'ai eu moi aussi mes collègues de la douane aujourd'hui. Pardon, je vois des messages en même temps, c'est un petit peu perturbant, mais je vous promets que dans la partie questions-réponses, je répondrai à vos questions. C'est le 6e excédent mondial de la France en 2020. D'ailleurs, les chiffres de la douane sont encore en train d'être peaufinés. On m'a dit que ce serait probablement le 5e.
Véronique, vous pouvez passer à la slide suivante, pardon. Oui, je voulais simplement dire, ne vous inquiétez pas, on a noté toutes les questions, Allô? on va y Oui, répondre vous après. m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, on l'a perdu. Mais oui, parce que tu es venu toucher là et du coup, ça ne marche plus. Ah. Marc. On vous entend là, non? Oui, moi je vous entends en tout cas. Allez-y, allez-y. Voilà, on continue, d'accord, parfait. Donc, en résumé, un marché fondamental pour les exportations françaises au Moyen-Orient, un dynamisme d'installation qui continue à se confirmer. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que dans toute crise, il y a des opportunités. Ce qu'on constate actuellement, c'est évidemment le besoin pour les Émirats de rester une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Donc, des facilités qui sont faites pour s'installer. Le coût de l'installation, le coût de la vie est évidemment moins cher qu'il y a quelques années. Il y a eu une réduction pendant la pandémie et depuis la pandémie sur le coût des licences, des programmes exceptionnels qui ont été mis en place dans les zones franches pour pouvoir garder les sociétés, des reports de loyers, des restitutions de dépôts de garantie. Donc, tout ça sont des signes très concrets de la volonté des Émirats et notamment de l'Émirat de Dubaï de ne pas voir partir ces investisseurs et au contraire de les garder et d'en attirer des nouveaux. Il y a eu récemment pas mal d'articles sur certaines initiatives de l'Émirat qui peuvent paraître triviales, mais moi que je trouve particulièrement malines. Par exemple, la mise en place d'un visa pour les retraités, d'un visa pour les remote workers, c'est-à-dire les télétravailleurs, la possibilité à terme d'avoir une sorte de green card comme aux États-Unis pour certaines populations, certains profils, certains talents, certains médecins. Donc, on est vraiment sur un pays qui est extrêmement flexible de par aussi sa taille, sa vision et qui prend des décisions très rapidement et des décisions qui peuvent être assez impactantes. L'accélération de la diversification industrielle, on en a parlé, le rôle de la plateforme commerciale, et puis on mise évidemment sur une reprise du tourisme via la stratégie vaccinale. C'est vrai que là, ça a été très bien géré. On a eu néanmoins une ouverture peut-être un petit peu trop importante, mais ça a été un choix délibéré et assumé de Dubaï, notamment d'ouvrir les vannes pour les fêtes de fin d'année pour permettre à l'économie, au tourisme, à l'hôtellerie de fonctionner à plein régime. Et c'était assez étonnant d'ailleurs, puisque comme on est dans une fédération, on a vu en revanche Abu Dhabi complètement se fermer. Donc là, on est vraiment sur une stratégie qui n'a pas été complètement homogène sur l'ensemble des Émirats. Donc on est un peu en train de payer ça en ce moment avec quand même quelques cas Covid qui ont augmenté. Mais dans les faits, cette stratégie vaccinale est quand même effectivement remarquable d'un point de vue mondial, quand on voit qu'un tout petit pays comme le nôtre a déjà vacciné plus de 4 millions d'habitants. On passe à la slide suivante. Merci. Alors, au sein de notre chambre de commerce, évidemment, nous avons mis en place tout un dispositif pendant la période Covid pour aider, supporter nos membres, les entreprises implantées en local. Et puis, nous avons fait plusieurs questionnaires pour comprendre l'impact. Alors là, ce n'est qu'une slide parmi une quarantaine, mais c'est pour vous montrer quels sont les secteurs qui ont été particulièrement touchés et ceux qui n'ont pas été touchés ou très peu touchés. Il y a des secteurs, donc ce qu'on appelle évidemment les secteurs vitaux, l'énergie, la santé, les télécommunications, qui sont des secteurs qui n'ont pas été touchés et d'ailleurs qui vont même plutôt très, très bien. D'autres secteurs qui sont plus liés aux médias, notamment les médias, je pense par exemple à JCDecaux, qui est très lié au tourisme et au flux dans les aéroports. La logistique, le transport, qui a eu aussi évidemment maille à partir avec cette pandémie, des activités dans la construction, pas mal de projets de construction qui ont été freinés, arrêtés, suspendus. Et puis, le food, tout ce qui est lié à l'agriculture ou l'agroalimentaire, il y a quand même deux pans. Il y a toute la partie qui ont été extrêmement affectées et continuent à l'être. Beaucoup de fermetures de restaurants sur les Émirats et sur Dubaï. En revanche, tout ce qui est FMCG, tout ce qui est agroalimentaire, supermarché, là, a particulièrement bien fonctionné parce qu'il y a eu justement un réflexe, étant dans un pays qui importe 90% de ses besoins alimentaires et qui ne produit pas ou ne produit que très très peu en agroalimentaire. Il y a eu vraiment un effet à vouloir acheter énormément
pour ne pas manquer. Et puis, évidemment, un impact massif sur le tourisme, sur le retail, sur le luxe. Donc, quelques secteurs, ça ne va pas couvrir nécessairement tous les secteurs qui sont les vôtres, mais je pourrais répondre dans les questions-réponses. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est le deuxième plus gros marché au sein des pays du Golfe. On a peu de terres arables, il y a une vraie dépendance des importations, comme je le disais précédemment, mais il y a aussi des investissements très importants sur les technologies agricoles, agro-industrielles vertes. On a la première ferme verticale des pays du Golfe qui s'appelle Badia Farms. Les principales productions dans le pays aujourd'hui, c'est des fruits, des légumes, et puis on a également une industrie dans la volaille et dans les œufs, et une industrie de transformation. Il y a un développement de plus en plus fort, et ça on le sent également, d'une conscience pour les produits sains, les produits bio. Et puis, un réseau de Français important également dans le secteur du F&B, dans la restauration, qui sont des prescripteurs des produits français, et un développement de sites e-commerce spécialisés en épicerie fine, en produits de bouche de très bonne qualité, avec une offre française très importante. Le secteur de la santé, secteur extrêmement important dans le développement et dans la stratégie de développement des Émirats dans leur ensemble, hein, aussi bien à Abu Dhabi, Dubaï que Sharjah, par exemple. D'ailleurs, les Émirats ont comme stratégie de développer du tourisme médical. Il y a déjà une sorte de tourisme médical sur certains types d'opérations qui étaient déjà en place avant la pandémie, mais on veut vraiment monter en gamme, et on a des infrastructures de très très haut niveau sur les Émirats. Je pense par exemple à la Cleveland Clinic à Abu Dhabi, qui est de renommée mondiale. C'est une croissance annuelle de 9,5% prévue à 2022 et qui est soutenue par la privatisation des hôpitaux, évidemment avec les répercussions de la crise sanitaire, beaucoup d'investissements qui ont été décidés en R&D, dans l'industrie pharmaceutique, une accélération de la formation du personnel soignant, et puis démocratisation des technologies. Beaucoup de patients sont passés à la télémédecine pendant la phase Covid, et c'est une tendance lourde qui continue et qui perdure. Durabilité et ville intelligente. Donc, ça, on pourrait en parler pendant des heures. On est évidemment sur un pays où on a des infrastructures de très, 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 très grande qualité. La dépense publique dans la construction, elle a atteint 12% du budget en 2019, notamment avec les infrastructures qui sont liées à l'exposition universelle, et dont Eric et Sophie vous parleront tout à l'heure. Mais on est aussi sur de la rénovation, du rétrofit, pour avoir des bâtiments qui soient énergétiquement beaucoup plus verts, on va dire. Donc, 30 000 bâtiments sont aujourd'hui en rénovation pour les rendre plus durables. Il y a 15 000 projets aujourd'hui en cours, notamment des projets urbains et des projets d'infrastructure qui sont à la main des grandes autorités locales, notamment la RTL, le ministère des Transports, DIWA, le ministère de l'Énergie. Et puis, des projets d'infrastructure qui sont gérés par le gouvernement, ou des projets immobiliers qui sont gérés par des grands développeurs qui sont semi-publics. On l'a dit, il y a eu des reports d'un certain nombre de projets, et aujourd'hui une incertitude, non pas pour les projets qui sont déjà lancés, mais évidemment pour les projets à moyen terme, ce qui est vrai dans toute la région. L'impact de la pandémie et la baisse du baril du pétrole ont forcé à revoir les projections, et on estime à moins 30% par rapport aux prévisions de croissance de ce secteur avant pandémique. Les nouvelles technologies, donc les Émirats sont au premier rang en ce qui concerne le déploiement de la téléphonie mobile. On est un pays ultra connecté avec un taux de pénétration mobile de plus de 200%. Au Moyen-Orient, les Émirats, ils représentent la deuxième industrie des nouvelles technologies derrière l'Arabie Saoudite. On a plus de 35% des startups du Moyen-Orient qui sont basées sur les Émirats. Et on a aujourd'hui des incubateurs, des fonds d'investissement qui sont spécialisés sur les nouvelles technologies, aussi bien à Dubaï, je pense notamment à la Dubai Future Foundation, mais également par exemple Up 71, qui est un incubateur à Abu Dhabi qui pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros.
Et puis, il y a aussi des incubateurs privés. Je pense notamment à Astrolab, qui est un incubateur qui est opéré par Google. C'est un pays qui mise énormément sur l'innovation, sur notamment l'intelligence artificielle, l'IoT, donc les objets connectés, le big data, qui est en train de développer son offre universitaire, notamment sur l'intelligence artificielle. Et encore cet après-midi, j'avais un appel, enfin une réunion, un call, un Zoom, avec la Sorbonne Abu Dhabi qui a développé une chaire sur l'intelligence artificielle pour travailler avec des chercheurs et les entreprises en local et le gouvernement local sur le développement de l'intelligence artificielle par des verticaux sur certains secteurs prioritaires. L'environnement, diversification énergétique, on est vraiment dans un pays qui sait que les hydrocarbures ne vont pas durer. Il y a une vraie vision d'investissement pour renouveler le mix énergétique du pays. 80% des capacités solaires dans les pays du Golfe sont aujourd'hui basées aux Émirats. Il y a également une industrie du nucléaire qui se développe avec des conseils français. Donc, c'est assez intéressant de voir que nos sociétés sont très bien placées sur tout ce qui est énergie renouvelable, se positionnent aussi en conseiller sur la partie nucléaire avec la centrale de Baraka, qui est la première centrale nucléaire du monde arabe. Voilà, alors quelle perspective de rebond? Donc, difficile de le dire, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une période 2009-2019 qui a l'air de se clôturer. L'exposition universelle, ça pourrait être effectivement le début d'une autre période, pourrait être le premier événement, méga événement mondial qui soit finalement le symbole de la résilience mondiale et qui aurait lieu à Dubaï. Donc, une valeur symbolique extrêmement importante à l'occasion des 50 ans de la fédération. Et on sent que pour les 50 ans de la fédération, il y a aussi certainement des modifications qui vont être faites, des restructurations, notamment au niveau politique et réglementaire. Le positionnement de hub régional restera quelque chose que les Émirats vont vouloir préserver à tout prix. Il y a une concurrence qui commence à apparaître, notamment en Arabie Saoudite, qui commence à s'ouvrir et qui commence à avoir des grands projets qui sont intéressants. Mais les Émirats ont une tête d'avance et souhaitent vraiment garder cette avance pour la région. Et puis, des investissements, on l'a dit, dans des secteurs à fort potentiel. Le digital a été un secteur complètement en boom depuis déjà un petit moment, mais avec une accélération phénoménale pendant la pandémie. Et c'est notamment grâce au digital, grâce au développement du e-commerce, que le secteur du retail, le secteur de la distribution et le secteur du luxe ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à limiter les dégâts. Alors, rapidement, quelques spécificités culturelles. La relation au temps n'est pas déterminante. On est dans le fameux Inch'Allah. Nous, en bon français, on est assez cartésien. Il faut savoir que les Émiratis, ils accordent une grande importance au passé, à l'expérience, à l'âge, à la relation, à la mise en place de la relation. Donc, on est vraiment dans une polychronie. Et quand on est dans une relation, ça se traduit par quoi? Quand on est dans un rendez-vous d'affaires, on ne va pas tout de suite parler business, on va parler famille, on va parler de son pays, on va parler de ses loisirs, mais on va créer d'abord la relation. Et dans ce cas de cette relation personnelle à créer, le conseil qu'on donne généralement aux entrepreneurs, c'est de ne pas venir qu'une fois par an aux Émirats pour développer leurs affaires à l'occasion d'un grand salon. Si vous êtes intéressé par la zone du Moyen-Orient, c'est du grand export, ça coûte cher, mais c'est aussi un investissement qui doit se faire sur la durée. Et cet investissement sur la durée, il peut nécessiter une implantation, la mise en place d'un VIE, etc. Voilà. Alors, les usages et pratiques, je ne sais pas combien de temps il me reste, Véronique, juste pour… Peut-être 1 minute. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Bon, oui, on peut passer. En fait, de toute façon, cette présentation, la CCI Héros, là, et pourra la diffuser sans problème. Donc, vous avez sur la fin de cette présentation donc cette slide sur les usages et pratiques commerciales, et puis derrière 2 slides qui sont plutôt des conseils sur comment se comporter dans le cadre d'un rendez-vous d'affaires, les règles de communication pour vous aider de façon très opérationnelle et concrète à vous développer sur la région.
Très bien, merci beaucoup. En tout cas, Agnès, c'était très intéressant. J'imagine, on a eu beaucoup de questions, donc on va y revenir. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de questions et d'impatience parce que c'était très dense et très riche votre présentation. Donc effectivement, les participants ont posé beaucoup de questions, mais on va y revenir. Ne vous inquiétez pas. On va maintenant passer la parole à Monsieur Éric Linquier, puisque je pense qu'on a beaucoup ont voulu effectivement maintenant savoir un peu plus d'informations sur l'exposition universelle. Monsieur Linquier, est-ce que vous êtes parmi nous? Sophie. Ou Sophie, peut-être? Absolument. Voilà. Je juste m'assurer que le micro était bien activé. Merci Agnès, à tout à l'heure. Votre accueil est très heureux de participer à cette réunion. Alors, je vais essayer d'être synthétique pour laisser le maximum de temps aux questions qui ne me concerneront sans doute pas tout seul, mais je pense qu'il y en aura beaucoup. Donc, moi, je suis le commissaire général pour la France à l'Expo universelle de Dubaï, l'exposition universelle de 2020, même si elle se déroule en 2021. Comme les Jeux Olympiques, on a gardé le millésime d'origine puisque l'expo devait avoir lieu l'année dernière. Vous avez ces dates, le 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022. Alors, on est sur un événement mondial, un événement universel qui s'inscrit évidemment dans un contexte local qu'ont très bien décrit Agnès et Laurent, mais qui évidemment a une portée qui va au-delà des Émirats, et c'est d'ailleurs l'attente, je pense, principale des organisateurs émiriens, d'accueillir le maximum de visiteurs de tous les pays du monde. Une expo universelle, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance peut-être d'y participer précédemment, c'est ce qu'on appelle un méga événement de nature un peu particulière. Méga événement par la durée, 6 mois, par le nombre de visiteurs. Dubaï, les prévisions à ce stade sont de 25 millions de visiteurs. On a été jusqu'à des chiffres beaucoup plus élevés lors de l'expo de Shanghai en 2010, par exemple, où il y avait 65 millions de visiteurs. Donc, événement de très grande importance, de très grande taille, et aussi qui accueille de plus en plus de pays participants, puisque l'Expo de Dubaï sera aussi celle d'un record en termes de pays qui participent à cette Expo universelle, avec 192 participants. La spécificité de l'Expo universelle, c'est d'accueillir plusieurs types de publics. Et la nature de l'événement est la même. Il s'agit de rassembler le plus grand nombre de participants et de pays du monde autour de l'innovation, autour d'une thématique particulière. J'y reviendrai après concernant Dubaï. Mais ces visiteurs ont des attentes de nature assez différentes. Pour l'essentiel, ces visiteurs sont du grand public, pour 80% d'entre eux, et l'enjeu est plutôt une découverte pédagogique, ludique, des sujets prospectifs d'innovation, d'enjeux à 10, 20, 30 ans, sur des innovations majeures. 20% du public, en revanche, c'est un public beaucoup plus institutionnel et professionnel qui, lui, a des attentes évidemment beaucoup plus pointues, qu'il s'agisse d'échanger sur des innovations venant de tel ou tel pays ou, de manière très, très concrète, de faire des affaires. Dans le cas de Dubaï, et c'est un peu le reflet de ce qu'ont dit Laurent et Agnès sur le cosmopolitisme des Émirats et de Dubaï en particulier, ça va être une origine très, très diverse des différents visiteurs de l'exposition. La dernière exposition universelle, c'était celle de Milan en 2015, qui a accueilli essentiellement des visiteurs français et des visiteurs italiens, aux 2/3 au total, un peu plus. Dans le cas d'espèce, on sera sur une minorité de visiteurs originaires des Émirats, et pour l'essentiel des visiteurs qui viendront bien évidemment de la zone proche et Moyen-Orient. On a évoqué notamment l'Arabie Saoudite, mais plus largement de l'Asie. On est plus près effectivement de Bombay que de Marrakech, et assez logiquement, les Indiens, les visiteurs venant des pays de l'ASEAN, les Chinois, les Japonais, les Coréens seront une part essentielle et peut-être majoritaire des visiteurs attendus sur l'exposition. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'accès à l'ensemble de ces visiteurs sur un même lieu lors d'un même événement, qui est un vrai atout de ces expos universelles, je pense, dans un contexte où, en plus, vous êtes tous confrontés depuis un an à la quasi-disparition de la plupart des lieux de rencontres et d'échanges, notamment les salons professionnels. Voilà, donc cette exposition, elle est consacrée à une thématique qui fait évidemment écho aux priorités des Émirats autour de la ville intelligente, de la ville durable et de la ville connectée. Dans une acception assez large, puisque l'intention des organisateurs, c'est le gouvernement des Émirats qui organise cette exposition, est vraiment de l'inscrire dans une logique des objectifs de développement durable et donc de couvrir finalement un champ de sujets, de thématiques, et donc d'attirer des visiteurs intéressés par des sujets extrêmement vastes.
puisque les objectifs de développement durable de l'ONU, vous le savez peut-être, ils sont au nombre de 17 et ils couvrent des champs comme l'éducation, comme la santé, comme les infrastructures, comme la ville, comme le climat, comme la consommation. Et donc, c'est des choses extrêmement, extrêmement diverses. C'est sur cette thématique-là que, évidemment, notre pavillon, comme l'ensemble des pavillons nationaux, va être organisé. Et avec un souci de notre côté, qui est évidemment de pouvoir s'adresser de manière adéquate aux deux grandes catégories de visiteurs que j'évoquais. Alors, vous aviez sur la slide précédente une image de notre pavillon, une image de synthèse de notre pavillon, qui est consacrée au thème de la lumière, et vous y aurez retrouvé cette idée de lumière qui sera accentuée en plus par une mise en lumière permanente de jour et de nuit pendant la durée de l'exposition. Ce pavillon, donc, qui est un des bâtiments les plus hauts de l'exposition universelle, va être divisé très simplement en deux parties. Une première partie destinée plutôt au grand public, c'est à peu près 25 000 personnes par jour qui visiteront ce pavillon, une exposition autour des innovations françaises, notamment dans le domaine de la ville intelligente évidemment, mais plus particulièrement de la mobilité, puisque je ne l'ai pas dit, mais il y a plusieurs sous-thèmes dans cette expo universelle et la mobilité en fait partie. C'est tout l'espace en vert qui est indiqué sur le document que vous avez sous les yeux. L'autre partie du pavillon, c'est une partie qui est vraiment dédiée à des publics beaucoup plus ciblés pour lesquels on a des attentes spécifiques lors de cette exposition universelle. Pour l'essentiel, il va s'agir de tout un public institutionnel, parce qu'évidemment, 192 pays participants, c'est 192 chefs d'État ou chefs de gouvernement, c'est des centaines de ministres, des dizaines de milliers de collectivités locales qui seront présentes. Ça, c'est évidemment une première chose à laquelle on doit faire face. L'autre enjeu, c'est de répondre à l'objet de l'exposition universelle, qui est d'en faire un lieu d'échange et d'affaires pour, j'allais dire, tous ceux qui participent à l'internationalisation de notre économie, bien évidemment au premier chef les entreprises, mais aussi les collectivités, mais aussi le monde de la recherche, le monde universitaire, qui contribue aussi à cette capacité d'innovation. Et donc cet espace-là du 4e étage de notre pavillon, avec une grande terrasse qui va dominer tout le site de l'exposition, c'est d'accueillir tous les événements qui vont être organisés à destination de ce public. Et ces événements, au fond, vont être de plusieurs natures. Il s'agit d'abord d'accueillir dans de bonnes conditions des événements organisés par nos divers partenaires, et l'un d'entre eux, Agnès le connaît particulièrement, puisqu'il s'agit du FBC, mais la Chambre de commerce d'Abu Dhabi également est associée. Plus largement, Business France est en train d'organiser toute une série de missions thématiques autour de, j'y viendrai plus loin sur les thématiques du pavillon, pour l'exposition. BPI France également, un certain nombre d'autres acteurs sont en train d'organiser des déplacements ciblés durant l'expo sur tel ou tel moment pour s'assurer justement que tous les acteurs qui veulent être présents et qui n'ont pas forcément la capacité ou l'envie de se déplacer seuls puissent intervenir. Et nous, notre rôle, c'est évidemment d'accueillir dans de très bonnes conditions l'ensemble de ces institutions et des délégations qu'elles composeront, et surtout de s'assurer qu'en face, on a le public adéquat qui évidemment est capable d'entrer en contact avec ses interlocuteurs français. Plus largement, et je crois que c'est important de le signaler, nous travaillons aussi avec l'organisation de l'expo elle-même qui, de son côté, prévoit un certain nombre d'événements qui seront vraiment structurants pour l'accueil des délégations d'affaires. Ça passe notamment, mais pas que, par une douzaine de forums, de business forums, soit thématiques, soit géographiques, qui vont être organisés par l'exposition, par la Chambre de commerce de Dubaï, et qui auront vocation à accueillir des entreprises de tous les pays participants. Et ce sera évidemment une occasion privilégiée, en fonction des différents thèmes qui seront évoqués, de rencontrer des homologues, des concurrents, des clients, voilà, tous ceux qui ont le même centre d'intérêt au même moment. Ce centre d'intérêt, il va être structuré, comme je le disais, par le choix fait par l'exposition de s'organiser autour des thématiques, des objectifs de développement durable. Et du coup, assez logiquement, du côté français, on a fait le choix de se coller complètement à cette succession de séquences autour des objectifs de développement durable de l'exposition, là aussi pour s'assurer que notre propre programmation sera cohérente avec le reste de l'activité du site de l'exposition, dont nous ne sommes qu'une petite partie. Vous avez sous les yeux la liste des thématiques
qui seront couvertes durant ce mois. Alors, certaines sont un peu loin des objectifs de développement durable, mais l'enjeu, c'est aussi de porter l'attractivité de l'image de la France. C'est pour ça que, par exemple, on va consacrer un certain temps à la création artistique. Et vous voyez que, par ailleurs, sur les sujets de consommation, d'éducation, de sport, de ville, de biodiversité, etc., on est vraiment au cœur des grands atouts de l'économie française et la capacité à la fois à porter des modèles d'innovation, des exemples emblématiques d'innovation française, mais aussi de manière très, très concrète, de faire des affaires sur le pavillon, sur l'exposition au sens plus large du terme, durant ces 6 mois. 6 mois, c'est une période très, très longue. Donc, le vrai enjeu, en fait, c'est toujours de sélectionner le bon moment pour être présent à l'expo, pour être sûr d'avoir les bons interlocuteurs. J'allais dire, de ce point de vue-là, l'interlocuteur naturel, c'est bien évidemment notre équipe, l'équipe du pavillon de la France à Dubaï, notamment ma collègue Sophie Bracourt qui assiste à cette conférence et qui est vraiment à votre disposition pour en discuter. J'allais dire par ailleurs, l'ensemble de nos partenaires que je citais au début sont aussi les relais naturels et ont la capacité à organiser tous ces événements que j'imaginais. Donc, de manière assez indifférente, n'hésitez pas soit à nous contacter, soit à les contacter. On a la capacité soit à vous aiguiller vers un événement de nature collective, soit à monter, si vous le souhaitez, des choses plus personnalisées au fil de ces différentes thématiques et de manière à maximiser une présence à l'exposition. Peut-être pour conclure, vous dire que, alors c'est évidemment des chiffres qui sont toujours à prendre avec des pincettes, comme ils sont très généraux, mais il se trouve qu'il y a plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, l'Italie et nous-mêmes qui la finalisons, ont travaillé sur des études d'impact économique des expositions universelles et d'une participation d'un pays à une expo universelle en particulier. Et on s'aperçoit en lisant ces documents, et ce que conforte l'étude qu'on est en train de terminer pour ce qui concerne la France, que c'est un impact qui n'est pas négligeable, puisqu'on est sur plusieurs milliards d'euros de création d'activités, alors de nature très, très diverse, qui peuvent être de l'attractivité touristique, des opportunités d'affaires, des investissements étrangers en France, etc. Mais on est de l'ordre de plusieurs milliards d'activités au total créées. Donc, vous voyez que cet aspect-là n'est pas anecdotique. Pour terminer, parce que je souhaitais vraiment être très succinct pour vous permettre de poser les questions, et il y a également en tête que ces expositions universelles ont lieu tous les 5 ans. Je mentionnais celle de Shanghai en 2010, celle de Milan en 2015, maintenant celle de Dubaï 2020-2021. Et l'expo suivante aura lieu en 2025 à Osaka, cette fois-là, donc dans un contexte bien différent, un contexte japonais. Voilà, merci à tous et à votre disposition, évidemment, pour rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur Alinquier. C'était très intéressant. Effectivement, comme le disait Agnès, c'est le méga événement mondial incontournable où il faut être, où il faut aller pour rebondir et pour, je l'espère, tous les participants maintenant, ça vous a beaucoup éclairé, inspiré et j'espère que vous aurez très envie de venir à cette exposition universelle. Donc, très rapidement, justement, on va donc vous proposer Bleu Voyage qui a organisé ce webinaire. L'objectif, c'est de vous proposer un voyage B2B personnalisé, qui sera également en partenariat avec le French Business Council. 2 jours de visite de l'exposition universelle du pavillon France, qui vient de vous être présenté par M. Linquier, et 3 jours de visite des rencontres professionnelles sur Abu Dhabi et Dubaï, qui donc sera fait, comme je vous le disais, avec je l'espère, Agnès Lopez-Cruz, qui connaît parfaitement Dubaï et toutes les opportunités. Et nous aurons deux thématiques que nous avons choisies. Une première thématique, les villes intelligentes, l'urbanisme et l'architecture, la Smart City, qui sera 6 jours, 5 nuits. Avec ceux qui souhaitent rester le week-end, ce sera possible également. Donc, du 8 au 13 novembre 2021. Donc, vous voyez, vous avez le temps de vous organiser, mais ne tardez pas trop parce qu'effectivement, c'est le méga événement, donc il faut très rapidement réserver les nuits. Le thème, ce sera effectivement de penser les villes et les territoires durables, parce que comme vous avez pu le voir, effectivement, Dubaï a toujours une longueur d'avance et sur l'exposition universelle, il y aura énormément de projets ambitieux et porteurs d'avenir. Et donc aussi, forcément, préparer la transition écologique avec une infrastructure résiliente et une mobilité et une durabilité sur le traitement des déchets, le traitement des eaux. Donc, les secteurs d'activité qui sont concernés sont la construction, les promoteurs, les architectes,
tous les secteurs industrie et services, notamment les startups, tout ce qui concerne forcément l'innovation, l'high-tech, comme vous avez pu le voir, et l'intelligence artificielle, et forcément les collectivités, bien sûr, qui pourront venir rencontrer d'autres collectivités et d'autres belles initiatives pour aménager la ville de demain, la ville résiliente, intelligente, et tous les consultants qui s'intéressent à ces questions d'architecture ou de smart city. Un deuxième thème proposé un peu plus tard en janvier, du 24 au 29 janvier, sur la santé, l'innovation et la recherche. Toujours pareil sur un module 6 jours, 5 nuits. Et là, ça concerne forcément la santé, les laboratoires de recherche, l'innovation liée au MedTech et toutes les autres innovations domotiques également sur la robotique pour les blocs chirurgicaux. Alors, nous avons également imaginé pour vous un yacht totalement privatif au nom de votre société dans le port de Dubaï pour l'exposition universelle. Il s'agit du Variety Explorer qui est tout à fait magnifique avec 34 cabines pour 68 personnes. Donc, ce sera la possibilité effectivement d'avoir un yacht privé moins cher qu'un hôtel 5 étoiles avec une flexibilité d'exploitation sur le navire et la possibilité de personnaliser ce navire au nom de votre société avec l'organisation de cocktails à bord et nous pourrons recevoir tous vos invités dans un cadre exceptionnel et de voir donc l'exposition universelle et Dubaï depuis la mer avec une navigation le soir le long de la côte de Dubaï en pension complète. Voilà, je pense que nous avons fait le tour, on va dire, de la question, mais nous avons beaucoup de questions. Avant de passer aux questions, je remercie forcément tous nos participants pour la qualité de leur intervention et le timing, d'avoir tenu le timing un peu serré. On a essayé de dire beaucoup de choses en peu de temps. Et la CCI Hérault qui nous accueille aujourd'hui pour ce webinaire à la CCI Hérault. Et alors, les questions, les voici. Une première question qui s'adresse à Agnès. Où en est cette Hyperloop? C'est pour quand, Agnès? L'Hyperloop, c'est l'Arlésienne, l'Hyperloop. On sait que l'Hyperloop, il y a eu un article d'ailleurs, c'était sur la fin d'année, ça devait être en novembre, puisque je crois qu'ils ont fait leur premier test avec des personnes, des humains dans un Hyperloop, mais ce n'était pas aux Émirats, c'était à Las Vegas, mais c'était quand même organisé par Virgin Hyperloop, qui est sur notre projet. Je sais également qu'Hyperloop a fait un partenariat avec une université à Abu Dhabi. Ils ont monté une université spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Et il y a donc un partenariat avec eux. Mais off record, on en avait parlé récemment dans notre comité transport logistique et un de nos membres, il me semble que c'était CMA-CGM, nous avait dit que le projet, pour l'instant, vu le contexte actuel, avait été plutôt retardé, un peu freiné. D'accord. En revanche, je me permets de dire qu'il y a un autre projet qui est extrêmement intéressant, ça s'appelle Etihad Railway et c'est le premier chemin de fer qu'on aura sur les Émirats pour relier les Émirats et là, ce sera plutôt pour du transport de marchandises. Très bien, merci beaucoup. Alors, deuxième question, est-ce que l'axe tourisme risque de ne pas être impacté sur le long terme dans les décennies à venir, vu le changement de paradigme de business en distanciel, réduction des émissions de CO2, donc réduction des vols vers Dubaï? Est-ce que cela ne va pas contrarier l'expansion touristique? Monsieur Rigaud. Peut-être Monsieur Rigaud, je ne sais pas s'il est… Oui, je suis là. Voilà. Je me branche. Oui, alors j'avais noté cette question. Alors, il y a plusieurs points dans cette question. La première, bon, sur le long terme, la stratégie de Dubaï, le plan 2030-2040 est déjà développé. Leur stratégie est multiple et je pense qu'ils vont continuer dans cette stratégie tout en faisant des corrections comme ils ont pu le faire récemment. Si on voit ce qui s'est passé au mois de décembre, Agnès en a touché deux mots tout à l'heure, nous avons reçu 550 000 touristes en 3 semaines. Donc, même si il y a un impact, les gens sont concernés par les voyages, ils ont besoin de voyager, il y a un besoin quand même assez important et on l'a constaté récemment. Ensuite, sur le business en distanciel, bon, on a tous participé, on continue à le faire puisqu'aujourd'hui nous sommes tous en distanciel. Je pense que
dans cette région, la mise en place du distanciel avec les familles locales a été très compliquée. Je l'ai moi-même vu dans mon entreprise. Quand il a fallu installer tout le monde devant son ordinateur pour faire des réunions, ce n'était pas ça. Et comme Agnès l'a indiqué tout à l'heure, une des particularités de faire du business aux Émirats, c'est d'être là, d'être présent, de bâtir une relation. Comme je dis souvent, il faut apprendre à boire du café et en boire beaucoup avant d'établir des relations. Donc, oui, le distanciel, ça existe aujourd'hui et il nous est imposé, mais je ne pense pas que cela va ralentir les voyages d'affaires. Ça va prendre un petit peu de temps pour redémarrer, mais on le voit déjà. Moi, j'ai des gens qui viennent, même actuellement avec la situation en France, il y a des gens qui voyagent quand même en passant par d'autres pays pour venir faire du business à Dubaï. Donc, ça continuera. Ensuite, la réduction des émissions CO2, oui, effectivement, c'est un sujet qui nous concerne tous. On est tous branchés là-dessus. Mais je pense que on continuera quand même à voyager malgré toutes les bonnes volontés que nous avons à vouloir les réduire. Très bien, merci. Une autre question pour Agnès. Retour d'informations sur les partenaires, avocats, banques, experts comptables avec la Chambre de commerce de Dubaï. Oui, alors j'ai vérifié, hein, on avait répondu. Ah bon? Oui. Non, mais bon, blague mise à part, bien entendu, monsieur, on pourra vous envoyer la liste des membres. On a à peu près 35% de nos membres qui sont dans la catégorie business consulting. Il y a énormément effectivement d'entreprises, juristes, conseillers en implantation, taxes. Et nous, on conseille vraiment aux sociétés françaises, même si vous avez vos juristes attitrés en France qui connaissent parfaitement leur métier, de s'adjoindre quand même un conseil légal local. Parce qu'il y a des spécificités, il y a des jurisprudences et un droit et une réglementation qui est extrêmement mouvante. Donc, pas de souci, renvoyez-moi votre email à moi et je vous enverrai avec plaisir la liste des membres dans les catégories que vous avez citées. Merci Agnès. Alors, une autre question, c'est encore Agnès, mais en fait, tout à l'heure, j'ai été un peu vite et donc vous aussi, apparemment, puisqu'on nous dit, Agnès peut-elle redire ce qui s'ouvre en 2021? C'est allé un peu vite. C'était quoi qui allait s'ouvrir en 2021? À un moment, vous parliez de projet et on était sur la Sorbonne, je crois, et sur toutes les différentes… Ah oui, pardon. Ce qui va s'ouvrir en 2021, c'est une antenne de l'EM Normandie. D'accord, qui va s'installer. C'est l'école de management de Normandie. Donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'on a des écoles françaises qui viennent s'installer et on va vraiment avoir un tissu éducatif avec de très, très belles emprises françaises sur les Émirats. Donc, c'est quand même un signal très positif. D'accord, très bien. Une autre question, quel secteur prioritaire en intelligence artificielle? Alors, c'est peut-être pour moi? Je pense, oui. Alors, en intelligence artificielle, il y a différents secteurs qui ont été fléchés, et notamment fléchés parce qu'il faut savoir qu'il y a un partenariat qui a été signé entre la France et les Émirats sur l'intelligence artificielle en février 2019 par Bruno Le Maire. Il y a notamment les secteurs de la cybersécurité, de la e-santé, tout ce qui est e-gov, toutes les applications gouvernement et tout ce qui est lié en fait à la smart cities. Donc ça, c'est les priorités en tout cas qui sont données, et notamment dans le dialogue stratégique entre la France et les Émirats sur le sujet intelligence artificielle. D'accord. Justement, dans le même style, il y a une autre question sur le secteur R&D, pharmaceutique, médicaments. Y a-t-il des fonds spécialisés à Dubaï ou dans les Émirats arabes unis qui investissent? Oui, alors ça c'est des sujets qui sont pas toujours sur le devant de la scène. Hein. C'est pas nécessairement très public, c'est plutôt privé. On connaît des fonds, oui effectivement, qui vont être et notamment avec la pandémie actuelle, il y avait aussi tout un projet sur les Émirats de produire eux-mêmes leurs propres vaccins en partenariat avec les Chinois. Pour revenir sur la problématique, sur la question des fonds, notamment on sait que le grand fonds très connu Mubadala a aussi une branche qui s'intéresse particulièrement à tout ce qui est lié à la santé et à la pharmaceutique. D'accord. Alors, une autre question, c'est un VIE peut-il faire un bon business développeur? Ah, alors oui, on est, je pense que Laurent pourra aussi compléter, mais
On a plus de 220 VIE aujourd'hui. C'est un petit pays comme les Émirats, c'est énorme, hein. On est dans le top 10 des pays mondiaux en VIE. À la Chambre, on a un incubateur, on a 2 business centers sur les Émirats, un pour les entreprises et puis un spécialement pour encadrer les VIE de PME qui n'ont pas encore d'implantation. Donc, depuis que je suis à la Chambre, c'est-à-dire 12 ans à la Chambre, on a au moins encadré une 60aine de VIE qui sont généralement devenus des responsables de zone. Donc, on a beaucoup de success stories. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est de ne pas prendre les VIE tout frais sortis des études parce qu'ils peuvent entre 22 et 28 ans. Ben, on va plutôt les prendre entre 26 et 28 qui ait déjà été un peu aguerri à l'international, qui ait déjà eu, si possible, une première expérience à l'international, des garçons ou des filles, et d'ailleurs des filles qui peuvent complètement faire du business dans la région, plutôt autonomes. Et puis, au niveau de la langue, pas nécessairement à chercher obligatoirement qu'ils parlent l'arabe, mais plutôt à ce qu'ils aient un anglais qui soit vraiment impeccable. Très bien, merci. Alors, peut-être une question pour Monsieur Linquier sur comment doit-on s'inscrire à l'exposition? Quelles sont les conditions pour s'inscrire à l'exposition universelle? Alors, de manière assez simple, hein, que je le mentionnais tout à l'heure, soit vous souhaitez participer à un événement plutôt collectif, et là, j'allais dire, Agnès a eu l'occasion de présenter et vous-même, ce qui était en train de s'organiser en ce moment. J'ai mentionné également qu'il y avait d'autres acteurs présents. J'ai mentionné Business France ou BPI France, mais le MEDEF International également, ou j'ai dire un certain nombre d'institutions françaises, et on peut, si nécessaire, vous en donner le détail en fonction des sujets qui intéressent tel ou tel. Et puis, j'allais dire, par ailleurs, pour une entreprise ou pour une institution qui souhaiterait faire une démarche plus individuelle, organiser quelque chose sur le pavillon, bien évidemment, on est à sa disposition pour faire du sur-mesure. Et je mentionnais ma collègue Sophie Brincourt, qui est évidemment, de même que moi, à la disposition de ceux qui souhaiteraient avoir quelque chose de spécifique et d'individuel sur le pavillon. Sinon, pour le reste, Dieu merci, on a beaucoup d'institutions françaises mobilisées et je trouve que c'est une excellente chose. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, dans le même style de questions, apparemment, un des participants ou une participante est intéressé par le thème de la santé et donc notamment savoir un peu de quoi il s'agit, quels sont les différents points abordés et demande qui contacter. Donc, évidemment, c'était pour la partie voyage, Bleu Voyage. Vous pouvez me contacter par email. Donc, je vais vous remettre mon email, mais il n'y a pas de question et je vous répondrai parce qu'effectivement, c'est aussi en fonction et comme le disait Monsieur Linquier, tout est possible sur le pavillon France et on pourra personnaliser tout type de conférences et de sujets qui vous intéressent et avec Agnès et également avec le French Business Council, prévoir des visites en B2B dans les entreprises pour pouvoir faire des rencontres sur Dubaï et Abu Dhabi. Alors, une autre question, c'est « Je viens de créer une société e-commerce de vêtements de luxe. J'aimerais trouver un moyen de travailler en physique à Dubaï et ses alentours. Quelles sont les démarches à entamer ?» Oui, alors là, dans ce cas-là, on part sur une problématique d'implantation, donc différents types d'implantation possibles. Si le marché ciblé, c'est le marché des Émirats, il faudra une implantation dans ce qu'on appelle le mainland, c'est-à-dire sur le territoire même des Émirats ou avec un partenaire qui a déjà une licence sur le territoire des Émirats. Si l'objectif est de plutôt toucher les pays de la région, une implantation en zone franche peut être envisagée. Mais nous, on conseille d'abord d'essayer de passer plutôt par un partenaire local. Très bien. Merci Agnès. Comment trouver les institutionnels présents à l'exposition? Monsieur Linquier, peut-être? Alors, vaste programme, mais je ne suis pas sûr d'avoir encore la réponse. En fait, comme je le disais tout à l'heure, le vrai enjeu d'une exposition universelle, 25 millions de visiteurs, c'est forcément quelque chose d'énorme. Le vrai enjeu, c'est d'aller, entre guillemets, sourcer les bons interlocuteurs. Et ça, pour le coup, c'est notre mission. Donc, je n'ai pas de réponse toute prête. Ça dépend vraiment du sujet qui est en jeu, du type d'interlocuteur, du pays, du pays ou des pays qui sont les cibles. Donc, mais j'allais dire ça, pour le coup, c'est vraiment notre mission et pour l'ensemble des acteurs français, c'est de pouvoir répondre à ce genre de questions. Et sur la base de je travaille dans tel secteur, je m'intéresse à tel pays avec tel type d'interlocuteur. Après, à nous, effectivement, d'aller chercher l'information bien précise correspondant à cette demande et de la fournir à la personne, donc pas de difficulté.
D'accord, très bien, merci. Je regardais un petit peu, je faisais le point, excusez-moi, sur les différentes questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je suis en train de regarder. A priori, on a tout, on a répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas d'utiliser utiliser notre chat. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Moi, j'ai passé un très, très bon moment en présence de nos intervenants de qualité. Je vous remercie infiniment. Et puis, de toute façon, sachez que nous allons poster en replay ce webinaire sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Que nous ferons aussi sur LinkedIn pas mal de posts pour revivre certains moments de ce webinaire et que vous pouvez, comme vous voyez, j'ai mis mon contact si vous avez des questions. On vous enverra également le PDF avec toutes les slides que vous avez pu voir tout au long de cette présentation. Voilà, je vous remercie infiniment et puis écoutez, à bientôt à Dubaï. Avec plaisir. À bientôt. Merci à vous. Merci bien. Merci Laurent et merci Monsieur Linquier.